Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2021 qui n'est autre qu'un énorme bilan de cette année qui n'a pas été de tout repos pour le PSG, absolument pas linéaire, et le paradoxe dans tout ça c'est qu'aujourd'hui on se demande s'il n'est pas plus facile d'être joueur au PSG que supporter, tant c'est difficile de s'infliger l'intégralité des matchs de l'horrible PSG, l'immonde PSG de Mauricio Pochettino. Et pourtant un petit peu plus tôt dans l'année, avec ce même Pochettino, le PSG semblait déplacer des montagnes, soulever des montagnes, évidemment le Barça, même si c'est pas une montagne, le Bayern, qui en est une, en plus d'être un colosse bien sûr, même si sans Lewandowski, une demi-finale de Ligue des Champions, et aujourd'hui, un PSG très décrié, avec entre les deux, un mercato. Un mercato qui était censé en fait, aujourd'hui faire l'unanimité. On va revenir un petit peu sur tout ça pêle-mêle, avec pour seul fil conducteur l'ordre chronologique des événements, et commençons par la nomination de Pochettino qui a suivi le licenciement de Thomas Tuchel un 24 décembre. C'est très cruel bien évidemment, mais ça n'en reste pas moins logique. Rappelons quand même que en ce moment le révisionnisme est un petit peu à la mode. Thomas Tuchel avait complètement perdu les rênes. D'abord parce qu'il n'avait pas assez de marge de manœuvre au niveau du mercato, il était en conflit ouvert avec son directeur sportif Leonardo. Il avait perdu les rênes de son rôle en fait, tout simplement parce qu'il se sentait confondu entre son côté tacticien qu'il adore et qu'il connaissait en fait, et un rôle de ministre qu'il détestait et qu'il découvrait à Paris avec gérer les égos, les familles des joueurs et tout ça. Et on rappelle aussi qu'il perd son vestiaire après les événements au Parc des Princes contre le club turc. Voilà, les accusations de racisme. Et donc on rappelle que dans les couloirs du stade, c'était le seul à vouloir reprendre. Il était seul contre tous et au final, ça a été l'élément déclencheur de la perte totale de son vestiaire. Tous ces éléments me font dire qu'aujourd'hui, même avec le recul, même après avoir gagné une Ligue des Champions 6 mois après son licenciement, c'était une bonne chose, c'était la logique. Bien sûr, le choix qui arrive derrière de faire signer Pochettino, c'est une autre paire de manches. Et concernant le révisionnisme avec Thomas Tuchel, oui, 6 mois après, il gagne la Ligue des Champions. Personnellement, dans cette finale entre City et Chelsea, je voulais aucun vainqueur bien sûr, mais félicitations à Tuchel, à Thiago Silva. De l'autre côté, ne soyons pas hypocrites, ce qu'il a fait à Chelsea, l'accomplissement, on espère que le PSG pourra le faire, il peut le faire, mais par contre, ce qu'il a fait en termes de tactique, de principe de jeu et tout ça, l'effectif parisien ne lui permettait pas, tout simplement. C'est une réalité, et aujourd'hui, il ne le permet pas. C'est pour ça que, aujourd'hui, tu te retrouves un petit peu avec les mêmes problèmes avec Pochettino, qui donc signe début janvier avec le PSG, fait ses débuts contre Saint-Etienne, un match nul 1-1, c'est d'ailleurs Moiskin qui lui sauve le cul, et finalement, en fait, ce premier match de Pochettino, c'est la métaphore parfaite de sa première année au PSG, parce que t'as l'impression qu'aujourd'hui, en décembre 2021, le contenu est le même qu'à Geoffroy Guichard à ce moment-là, et puis dans les faits, on se prend un but comme à chaque match, et ensuite, Moiskin lui sauve le cul par une occasion, alors qu'on se crée peu d'occasions sur ce match-là, on vendange aussi par Kylian Mbappé. Vraiment, c'est quelque chose qui prévaut encore aujourd'hui. Donc, j'aimerais commencer par là, en fait, ce fameux match, qui est la métaphore parfaite. Pochettino qui arrive. Alors, en tant qu'ancien joueur, super, ça pour moi c'est vraiment anecdotique, ça lui a donné un petit peu une unanimité en plus par rapport à un autre qui n'aurait pas joué au club. Ensuite, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait ses preuves pour gérer un gros vestiaire, gérer les égos, aujourd'hui il est perdu et lui-même le dit. Et c'est quelqu'un qui s'était fait sa réputation d'abord sur un projet long terme avec Tottenham, un projet dans lequel c'était un manager à l'anglaise. Attention, le modèle est complètement différent, c'est lui qui fait les mercatos, bien sûr, au PSG c'est pas du tout le cas, d'ailleurs il s'en est plein. Et surtout sur un modèle tactique qu'au PSG tu peux pas du tout faire en fait. Même problème qu'avec Thomas Tuchel, son intensité et tout ça, tu peux pas le demander à Lionel Messi. Du coup aujourd'hui il se retrouve bloqué un petit peu tactiquement. Et même si il a donné une âme, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont à mettre à son avantage bien sûr, parce que le PSG aujourd'hui, déjà il y a eu des accomplissements, le match aller contre le Barça, les matchs contre le Bayern bien sûr, la première mi-temps contre Manchester City, je crois que ces 45 minutes contre City, vraiment elles sont à mettre dans le top 5 des mi-temps de cette année en fait. Vraiment, re-regardez-les, elles sont incroyables. Bon après, il y a les 75 autres pourcents sont nuls à chier et au final t'es éliminé, c'est bien fait. Et aujourd'hui, la différence entre le PSG début 2021 et le PSG fin 2021, c'est à mettre à l'honneur de Pochettino. Il y a une âme. C'est vrai qu'il prend un groupe qui fonctionnait bien, qui était peut-être aussi en autogestion. Il va peut-être l'être très bientôt avec Pochettino, mais dans tous les cas, il y a quand même une équipe qui se bat jusqu'au bout, qui a récupéré pas moins de 10 points dans les dernières minutes en Ligue 1, dans le Money Time. Voilà, évidemment, c'est à mettre à son honneur. Pourquoi ?
D'abord parce que son coaching, c'est vrai qu'il laisse très souvent, je prends l'exemple de la charnière centrale, il laisse les mêmes joueurs, il essaye, même si les compos sont tout le temps différentes, la charnière centrale est quasi toujours la même, et surtout en Ligue 1, en termes de coaching, il laisse tout le temps sa même équipe. Pas de bricolage, à la différence de Thomas Tuchel, et surtout, le coaching est assez tardif. Du coup, les joueurs travaillent les automatismes, et au fil du match, tu sens en fait qu'il y a une âme qui se dégage dans cette équipe. C'est pas vraiment le coaching qui fait la différence, si ce n'est Mauro Icardi. Par exemple, contre Lille, c'est Neymar Di Maria qui font la diff, alors qu'ils débutent le match. Voilà. Kylian Mbappé aussi, qui débute les matchs et qui à la fin te sort des passes décisives absolument extraordinaires avec plein de lucidité. Donc voilà, Pochettino, par le fait qu'il laisse un petit peu son équipe très longtemps, au détriment des jeunes, bien évidemment, comme partout il y a des nuances à poser, je trouve que c'est à mettre à son honneur, bien évidemment. Le PSG, qui est une équipe des plus imprévisibles, bien sûr, alors l'exemple parfait, c'est le 2-0 contre City en septembre, voilà, alors qu'on leur promettait l'enfer du pressing de Guardiola. Aussi évidemment la dynamique du printemps dernier, les défaites en Ligue 1 contre Lille, contre Nantes, alors que tu vas taper le Bayern à l'Allianz Arena. Bref, la défaite 1-0 en dominance, c'est une équipe qui est remplie de paradoxes et évidemment d'imprévisibilité. Donc ça fait peut-être son charme, même si nous, en tant que supporters parisiens, on en aimerait un petit peu plus dans le contenu. Je pense que les joueurs, ce qui fait qu'ils n'ont pas lâché Pochettino, en termes d'émotion, quand même, toutes les victoires à la dernière minute, c'est vrai que ça doit fédérer un petit peu autour de lui. C'est vrai qu'en tant que footballeur, ils jouent pour ça en fait, les joueurs. Ils jouent pas pour presser intensément sur les 90 minutes. Ces émotions, quand t'es joueur, évidemment, elles dépassent tout et n'importe quoi, en fait. Toutes les considérations. Et nous, en tant que supporters, évidemment, on regarde les matchs, on a le recul, et on se dit que les victoires à la 90e minute, ça suffit quand le contenu, il n'y est pas. 2, avec un effectif pareil, est-ce que ce serait pas se foutre de notre gueule? Et 3, on espère évidemment que, en 2022, la tendance ne va pas s'inverser, parce qu'il y a le facteur chance, bien sûr, à prendre en compte, Pochettino. Et très très bien aidé par la chance bien sûr. Alors il y a aussi encore autre chose à prendre en compte pour lui. Évidemment les velléités de départ en juin dernier et puis en novembre là du côté de Manchester United. Dès le mois de février 2021 il annonçait rêver du Real Madrid. Bref, un petit peu traître. Ça, passons évidemment ce sujet. C'est une hypocrisie des plus totales de la part de Mauricio Pochettino. Donc voilà, le PSG qui perd le titre de champion. L'année dernière tu avais l'impression que c'était une équipe qui, quoi qu'elle fasse, n'allait pas du tout remporter ce titre de champion en fait. Parce que c'est vrai que Lille 2021, c'est pas le Monaco 2017. Attention, c'est pas une équipe qui écrase complètement le championnat. Preuve, il remporte le championnat face à Angers à la dernière minute. Et le PSG, à chaque fois perdre des points, perdre sur des buts casquettes tout simplement, des matchs catastrophiques. D'abord au Parc des Princes. Évidemment, influence Covid. Ça, c'est vrai que c'est la différence entre la seconde moitié de saison dernière et la première partie de saison aujourd'hui. L'influence du Parc des Princes vide et du Parc des Princes plein. Là, tu as beaucoup plus de régularité. Le Parc des Princes qui explose sur le but d'Icardi contre Lyon. Tu te dis que le 12e homme, il n'y est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Donc voilà un petit peu tout ça. Et puis c'est vrai que contre le Bayern, tu as une chance inouïe en fait. Tu te fait dominer, archi-dominer, et tu as quand même de la chance, même si c'est assumé. Oui, tu joues sur le réalisme de Kylian Mbappé, oui, tu joues sur les exploits individuels des mecs devant, mais quand même, de là à concéder autant, tu peux pas me dire que ce soit vraiment de la maîtrise, bien sûr. Après cette fin de saison, cette demi-finale qu'on n'oublie absolument pas, c'est le plus gros aboutissement de Pochettino au PSG bien sûr, en quelques mois, avoir fracassé le Barça et le Bayern. Après contre Manchester City, c'est vrai que tu te perds complètement. Il y a les compétitions internationales. Et je trouve que ça, c'est très intéressant pour analyser les performances de beaucoup de joueurs sur cette première moitié de saison, en fait. Alors, d'un côté, tu as Kylian Mbappé, qui déjà est parti tôt, du coup est revenu tôt au PSG, est parti sur une mauvaise passe, donc évidemment est revenu avec d'excellentes intentions, parce que c'est un très bon garçon, un très bon joueur. On reviendra plus tard sur l'épisode du départ. Mais surtout, tu as aussi, des mecs comme Verratti, évidemment Lionel Messi, c'est l'exemple parfait. Leandro Paredes, c'est l'exemple parfait dans le sens où le mec, c'est celui, qui a connu les plus grandes difficultés à se remettre de la compétition internationale. Di Maria aussi. Di Maria qui fait une bonne finale de Copa América et qui, sa première partie de saison, franchement, tu te demandes si c'est Di Maria qui est sur le terrain ou son cousin Germain. Franchement, c'est très très compliqué pour les Sud-Américains qui ont remporté
la Copa América, de se remettre dans le bain. Neymar, par exemple, voilà, qui a aussi joué la compétition. Ça a été très compliqué. Paredes, aujourd'hui, sa première moitié de saison est tout simplement mauvaise. Il revient, certes, il fait partie de la meilleure mi-temps du PSG en cette première partie de saison contre Nantes au Parc des Princes. Ok. Bon, contre City, à l'Etihad, on peut pas dire qu'il ait été bon, même si c'était pas le pire. Et bah sinon, c'est pas grand-chose. Hein. Sinon, il se blesse pendant 5 semaines. Au bout des 5 semaines, il préfère aller en Argentine que rester tranquille au camp des loges. Bon, oui, évidemment, les joueurs sont un petit peu parfois obligés par les règlements, par les sélections nationales, mais de l'autre côté, tu te dis, bon, le mec, il pourrait aussi dire, stop, je suis blessé, bien sûr, je reste au camp des loges, tout simplement. Donc voilà, Lionel Messi, pareil, hein, ça a été compliqué, je pense que c'est un facteur à prendre en compte, tout simplement, pour l'analyse de ses performances aujourd'hui, même s'il y a une montée en puissance. Idem pour Di Maria, et puis bon, Marco Verratti, lui, c'est un peu toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que je me blesse pendant 5 semaines, je reviens à 3 jours d'un gros match, je pisse sur un milieu de terrain prestigieux en Europe, Manchester City en l'occurrence pour cette première moitié de saison, le Real Madrid on l'espère pour la seconde, et puis après je me reblesse une semaine après pour 5 semaines, voilà, je me fais critiquer, je reviens, je suis adulé, les débats Verratti supérieur à De Bruyne reviennent parce que je l'ai croqué sur un match, mais derrière je suis incapable d'être régulier. Bref, ça c'est du Verratti dans toute sa splendeur. Aujourd'hui il a 29 ans, le problème c'est qu'on peut plus trop rien attendre de lui. Donc on va passer au mercato. Évidemment, gros recrutement, logique d'opportunité, Messi, Ramos et de l'autre côté Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Wijnaldum. Voilà. Des joueurs assez jeunes d'abord, ça j'en parle souvent, on arrive dans une nouvelle décennie, on arrive aussi évidemment sur un cycle à reprendre en fait, à recommencer. Hein, alors c'est pas Ramos et Lionel Messi qui vont évidemment t'offrir ça. Je trouve que ce mercato a été plutôt bien réussi et j'aimerais défendre dans cette vidéo en fait la politique du club, dans le sens où il poursuivait un double objectif. On s'est beaucoup arrêté sur le court terme du PSG avec les recrutements de Messi et Ramos. C'est normal, c'est eux qui ont fait le plus parler. Et aujourd'hui, du coup, la politique est critiquée parce que Messi fait des débuts pas franchement bons, Sergio Ramos, il est pas là tout simplement. Donc, on se demande franchement si, encore une fois, on s'est fait prendre les deux pieds dedans, comme des bleus, par l'impatience de Doha tout simplement, qui a dit, allez les gars, foncez sur ces opportunités, et dès l'année prochaine, faut gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais je trouve quand même qu'il y a un second objectif à prendre en compte. Alors, Wijnaldum, c'est un cas à part. Le mec a passé la trentaine, il a commencé pro jeune. Aujourd'hui, il est passé de l'équipe la mieux organisée en Europe à la plus désorganisée. Pour moi, c'est normal en fait, un petit peu tout ça, c'est une science exacte. Et pardon, j'en perds mes mots. Je me demande comment Pochettino a réussi à le convaincre au téléphone au mois de juin. Tant derrière, il n'a pas su l'utiliser tout simplement. Qu'est-ce qu'il lui a dit comme mot pour derrière, voilà, en faire un petit peu n'importe quoi, même si ces dernières semaines, il y a du mieux en termes d'utilisation de registre parce qu'il joue un petit peu plus low et il apporte cette présence, même si techniquement il se connectera jamais, évidemment, avec ses partenaires devant. Ça va trop vite pour lui. Bref, donc ça c'est le cas à part. Messi, Ramos, j'en ai parlé, mais surtout les trois autres. Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Alors, Donnarumma, Achraf Hakimi, Donnarumma, Nuno Mendes, je les vois dans un autre angle que Achraf Hakimi. C'est-à-dire que ces deux-là, pour moi, c'est vraiment la base en fait de la prochaine décennie, tout simplement. Donc d'excellentes affaires, bien évidemment. Et Achraf Hakimi, de l'autre côté, en fait, pour faire court, je vois Donnarumma dans notre équipe en 2027-2028, mais Achraf Hakimi, je me dis, il va peut-être prolonger à un moment donné, mais peut-être qu'en 2024-2025, il demandera à partir en fait. Lui-même a dit juste après être arrivé, rêver encore du Real Madrid, s'imposer là-bas et tout ça. Donc je me dis qu'à un moment donné, il y aura transfert d'Achraf Hakimi. L'idée, c'est de faire quelques millions sur lui et d'en profiter avant cela, bien sûr. Donc voilà, évidemment, dans tous les cas, je trouve quand même que la logique de long terme et d'avenir a été très très bonne en fait. La politique a été très très bonne. Défensivement, les recrutements sont excellents. Nuno Mendes, Hakimi aussi. Alors après, bien sûr, on peut revenir sur l'entraîneur. Tu recrutes des latéraux explosifs qui ont un registre de piston pour qu'au final, ils jouent dans une défense à 4, qu'ils soient bridés et que leurs prestations soient un petit peu moyennes ou en dessous des attentes. Rien de plus logique, c'est une science exacte. Mais encore une fois, c'est pas du ressort de la direction sportive, c'est du ressort de l'entraîneur, qui visiblement s'obstine à ne pas prendre en compte le système à 3 défenseurs. Donnarumma, c'est évidemment un très bon recrutement, la cohabitation avec Keylor Navas se passe pas trop mal. Les prestations de Donnarumma, excellentes, bien évidemment. Tout comme Keylor Navas, même si je pense que là, il y a un 0 quand même sur cette première partie de saison pour Donnarumma. Carton rouge pour Navas contre Nantes, je crois. Et l'erreur contre Lens, ça joue beaucoup. C'est vrai que il n'est pas exempt de tout reproche. Et
j'ai revu récemment les images du but que De Bruyne, je crois, le faux centre, qui égalise contre nous au parc en demi la saison dernière en LDC. Re-regardez-les. Franchement, l'erreur de Navas, sur le coup, c'était à chaud. C'est vrai qu'on sortait d'une compétition dans laquelle, bah voilà, c'était l'ange gardien du club, évidemment. Donc on le respectait, tout ça. On perdait un petit peu en objectivité. Aujourd'hui, je me dis que cette erreur est quand même assez grave, quand même plus grave qu'on ne le pensait à l'époque en fait. Bref, dans tous les cas, ça se passe plutôt bien, et concernant ce mercato, bah, je voulais quand même le défendre, même si aujourd'hui, 6 mois après, on peut pas tirer de conclusion bien sûr, surtout avec des joueurs comme Messi et Ramos. Ramos qui devrait revenir, on sait tous qu'à partir du moment où il est sur le terrain, il change tout, Messi qui a l'habitude de monter en puissance lors de la seconde partie de saison, et puis même, la seconde partie de saison au PSG est bien plus importante, bien plus intéressante que la première, et ça prévaut pour chaque année en fait. Donc aujourd'hui, on peut pas trop juger ce fameux mercato bien sûr, si ce n'est sur la dimension à long terme. Donc j'aimerais reprendre un petit peu de volet tout ce qu'il disait sur ce fameux mercato. Ensuite le dossier Kylian Mbappé bien sûr, je trouve que en fait le temps et encore plus le tirage du Real Madrid a donné raison à la direction, qui a décidé, c'est payer le luxe de refuser 200 millions d'euros pour une année de contrat. Kylian Mbappé ou pas, rien à foutre. Le Qatar de toute façon, si Kylian Mbappé part gratuit ou pas, ça change rien aux fonds qui seront alloués tout simplement pour son remplacement. Parce que on ne dépend pas évidemment des ventes en fait. C'est comme, en fait, pour illustrer ça, depuis 5 ans, à chaque fois dans les médias, ils disent ah le PSG doit vendre pour 100 millions d'euros. Ah ben ça on le voit encore aujourd'hui, ils le disent encore, mais au final on n'en a rien à foutre de vendre pour 100 millions d'euros parce que si on le fait pas, hop, QSI réinjecte de l'argent et c'est terminé, on rééquilibre les comptes. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis le luxe évidemment, on est un des seuls clubs à pouvoir le faire. Peut-être City pourrait aussi, mais aucun autre club aurait accepté ça. Alors il y a des gens que ça a rendu furax, évidemment il y a eu beaucoup de critiques, mais dans tous les cas, bon je trouve d'abord que c'est un bon choix. Parce que voir Kylian Mbappé partir libre en juin, c'est la tendance bien sûr, mais je me dis, on ne pourra pas lui en vouloir en fait. Il respecte son contrat, c'est la logique du travail, bon, son employeur l'a retenu, il a été en plus très professionnel, hein. Kylian Mbappé, tu peux tout lui reprocher, mais franchement, chapeau bas. Inclinons-nous devant le professionnalisme et la régularité du garçon. Comment il s'est remis tout de suite au boulot et comment il s'est concentré tout de suite sur le terrain et comment cet épisode en fait n'a rien changé à sa bonne volonté en fait, hein, et ses statistiques surtout, hein, bien sûr, parce que c'est lui qui fait les statistiques du PSG. D'ailleurs, il est revenu un jour avant tout le monde au camp des loges, c'est louable, voilà, c'est louable. Alors vous allez me dire, oui, c'est son métier et tout ça, oui, il soigne son image. Ok, mais dans tous les cas, bon, bah, je suis sûr que vous, bah, t'es en CDI, ton employeur te dit, bon, écoute, le 31 décembre, je te laisse à la maison et puis tu viens au travail, même si ton employeur ne te convoque pas. Voilà, c'est quand même louable, je pense qu'il faut le souligner bien sûr. Le professionnalisme est extraordinaire de la part de Kylian Mbappé. Et j'ai remarqué que plus il parle dans les médias en ce moment, c'est partout là, bientôt il va annoncer sa candidature aux élections présidentielles, il parle à tous les médias de toute la planète possible, et plus il parle, plus il est fort sur le terrain en fait. Plus tu sens que le mec est libéré d'un poids sur les épaules tout simplement. Donc ça c'est bien. Et puis bien sûr, bon bah l'été prochain, il va falloir évidemment... En fait, le seul bémol que je poserais sur ce dossier Mbappé, c'est que l'été dernier, bon déjà le timing était très très serré pour le remplacer. On n'aurait pas eu le temps en fait. L'offre était arrivée tellement tardivement. C'était bien sûr plus une manœuvre médiatique du Real Madrid qu'une offre formelle, parce qu'il savait qu'on allait la refuser. Le timing était trop serré, on n'était pas prêt à le remplacer. Et bien sûr, le bémol que je poserais, c'est que du coup, bah, l'été prochain, avec le possible départ de Mbappé, on va se retrouver avec un double problème. On sait vraiment, nous tout seuls, tirer une balle dans le pied, dans la mesure où Mbappé part, du coup, bah, il va falloir le remplacer. Et on a aussi une attaque qui est vieillissante et monotone, donc où il va falloir recruter. Là, l'été prochain, ça va se discuter numériquement entre 2, 3, voire 4 joueurs, si Di Maria ne prolonge pas, si Sarabia part et tout ça. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué pour le PSG. C'est le seul bémol que je poserai en fait sur le dossier Kylian Mbappé. C'est que l'été prochain, on a voulu décaler les problèmes. Du coup, bah, ils sont encore plus grands, bien sûr, hein. Si tu décales à demain, tu as encore plus de travail le lendemain. Ça, c'est une science qui est exacte. Ensuite, eh bien, cette première moitié de saison. Que dire? Un PSG, comme je disais, qui arrache les points à la dernière minute. Un PSG très ennuyant, surtout pas vraiment de progression en fait, hein, dans le jeu, dans le contenu. Des individualités qui sont la métaphore parfaite de tout ça. Lionel Messi qui a peiné à s'adapter bien sûr. Je parlais des compétitions internationales. Je pense que la question de l'adaptation au championnat qu'est la Ligue 1, bah voilà, est un facteur à prendre en compte, tout comme celui que j'évoquais plus tôt. Neymar qui a aussi changé de registre. 4 buts dans le jeu en 2021, c'est famélique, quoi. C'est une année pour Neymar qui est à oublier tout simplement.
Autant son année 2021, je trouve qu'on l'a oublié assez vite, ou alors on l'a un petit peu critiqué à tort, sous-estimé. Autant son année 2021, elle est franchement mauvaise. Franchement, elle est mauvaise. Hein. Pareil, il peine à se remettre de sa Copa América. Et puis derrière, bah, il peine tout simplement à trouver de la régularité. En plus, il finit sur une blessure, la totale, quoi, cette année 2021. Et puis sur cette première, voilà, sur la seconde partie de saison de l'année dernière, il y a les rouges, le fait qu'il pète les plombs. Et encore une fois, tout le paradoxe de ce joueur, c'est qu'il a rien perdu de son talent. Hein. Contre Lille, il pète les plombs, il prend un rouge. Et une semaine après, contre le Bayern, le mec, il a toute sa lucidité sous la neige de l'Allianz Arena pour déposer une passe que personne au monde est capable de déposer sur le pied de Marquinhos, pour doubler la mise tout simplement. Voilà, c'est Neymar en fait. À un moment donné, il pète les plombs, t'as l'impression que c'est un gamin de 13 ans, mais de l'autre côté, quelques jours plus tard, il te prouve encore une fois qu'il a un talent monstrueux et qu'il ne faut absolument jamais l'enterrer. Personnellement, évidemment, je ne l'enterrerai jamais, le grand Neymar. Et bien sûr, on espère le revoir. D'ailleurs, sa blessure a prouvé que PSG avec ou sans Neymar, c'est la même chose. Hein. On a les mêmes problèmes. C'est quasi même empiré hein, quand il est pas là. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu trop de différence depuis qu'il est blessé. Hein. J'ai pas vu un jeu du PSG bien plus fluidifié depuis que Neymar est blessé. Voilà. Évidemment, les buts à la dernière minute, le fait que tu prennes beaucoup de buts défensivement sur centre. Alors, en seconde partie de saison dernière, c'est vrai que tu prenais des buts à cause de tes soucis à gérer la profondeur. Maintenant, c'est plus au niveau des centres. Tu gères très très mal les situations de supériorité numérique sur les côtés pour nos latéraux, les centres en retrait aussi, hein, nos milieux de terrain peinent à comprendre nos défenseurs, ce qui fait qu'au point de pénalty, bah, il y a souvent de l'espace. Surtout, je trouve qu'en fait le point névralgique de la lecture des matchs sur cette première moitié de saison, c'est évidemment le fait qu'en première mi-temps, nos attaquants nous vendent à chaque fois. Et ça, je le répète tout le temps. Je finirai cette vidéo là-dessus. Franchement, hein, contre Rennes, c'est l'exemple parfait en fait. Ça vendange. 4-5 occasions, chacun a sa petite occasion nette, et chacun la vendange, la loupe. Poteau, Lionel Messi évidemment, plus de poteaux que de buts en Ligue 1. Mbappé aussi, hein, malgré ses statistiques exceptionnelles, il loupe beaucoup. Neymar, bien sûr. Di Maria, tout autant. Et même nos milieux de terrain. Même nos milieux de terrain, je pense à Wijnaldum parfois, loupent des occasions qui sont un petit peu immanquables. Et derrière, du coup, bah, l'adversaire prend confiance, marque, et tu regrettes évidemment ces occasions qui sont manquées. Et derrière, quand tu laisses des points, bah la lecture du match, elle est totalement différente si tes attaquants ne t'ont pas vendu en fait. Donc le rendement offensif de l'équipe, pour moi, c'est vraiment le chantier principal en fait dans ce PSG là en fait. C'est vraiment travailler l'attaque. Le milieu de terrain, en fait, j'ai envie de dire, le milieu de terrain, c'est une science exacte. Faut virer les indésirables, ceux qui n'ont pas le niveau, et de la classe mondiale. C'est terminé. Or, en attaque, c'est pas vraiment le même souci. Tu peux faire avec ce que tu as actuellement. Alors que, au milieu de terrain, tu as l'impression que tu peux pas en attendre plus, tout simplement. Après, en défense et au poste de gardien, bon, je trouve que ça va relativement bien, même s'il est question d'alignement, et puis bien sûr, tout le système à 3, ça c'est sûr que c'est un énorme problème. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Franchement, hein, si nos attaquants étaient en réussissaient à installer une dynamique, j'en parlais pour Lionel Messi en fait, hein, s'ils loupent, à partir du moment où les mecs mettent les occasions qu'ils vendangent, bah derrière il y a une dynamique qui s'installe, une dynamique de confiance, de statistiques, et aussi les adversaires du coup prennent peur, jouent un petit peu plus sur la retenue bridée, et toi ça te laisse plus de marge de manœuvre, bien évidemment. Donc c'est vrai que tout ça est un petit peu le point névralgique de cette première moitié de saison. On espère que les citrons vont rester, hein, que ça ne va pas basculer du côté obscur de la tactique, bien évidemment, et que le PSG va garder ce supplément d'âme qui fait qu'ils se battent jusqu'au bout, bien sûr. Et puis on souhaite le meilleur, évidemment, à notre club pour cette année 2022, pour cette seconde partie de saison avant tout, et puis pour le mercato prochain, qui s'annonce absolument palpitant. Pour l'instant, c'est l'opération dégraissage qui est lancée, bien évidemment, avec les cas Icardi ou Abdou Diallo, par exemple. Layvin Kurzawa aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette grosse vidéo vous aura plu. Je voudrais pas trop m'éterniser parce qu'après, je vais mettre 15 ans à l'upload sur YouTube tout simplement. Je pense avoir à peu près tout dit. Voilà, je me suis pas trop arrêté sur cette fameuse première moitié de saison parce que c'est vrai que dans chaque vidéo, je répète un petit peu les mêmes choses. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur ce mercato d'été. J'en ai pas vraiment eu l'occasion. Et aussi sur bah voilà, le début de 2021 tout simplement, parce que là on parle d'une année civile. J'espère avoir tout dit. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite les amis. Hein. Allez, bon réveillon, très très bonne année, meilleurs vœux évidemment. Prenez soin de vous, des vôtres, faites attention. Et puis les meilleures résolutions, surtout les tenir bien sûr, c'est le plus difficile, mais c'est aussi évidemment le plus enthousiasmant quand elles sont tenues.
très bonne soirée et puis très bonne année les amis. Ciao.